Bien, voilà, le décor est planté. Nous allons pouvoir reprendre le fil de nos débats avec vos questions et vos réactions par SMS et sur Twitter. Et avec cette interrogation, quelle contribution de l'enseignement privé sous contrat au service public d'éducation? Et puis surtout, comment cette contribution peut-elle évoluer dans les années, dans les décennies à venir? Répondre à ces questions, c'est évidemment se pencher sur les notions de contrat, d'utilité sociale, d'autonomie, de caractère propre. C'est aussi s'interroger sur ce qui donne à une école sa dimension catholique. Alors pour aborder ces points passionnants, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui une personne que vous connaissez tous, un homme qui a été enseignant, chef d'établissement, directeur diocésain, adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique. Je veux bien sûr parler de Claude Berruet. Eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous rejoindre en cette fin de congrès, heureux de retrouver des visages connus et d'en découvrir de moins connus, dont je ne suis pas si sûr d'être autant connu que ça, parce que je vieillis tout simplement, je suis retiré dans mes terres, presque mon petit liret à la Dubélé, et je ne sais pas du coup si c'est une très bonne idée de demander à un retraité de parler des chemins d'avenir. Enfin, vous m'avez invité, j'ai répondu. Voilà. L'autre chose qui a pu me surprendre dans le titre, c'est le début, l'enseignement privé en contrat. Quand je sais combien, et vous avez dû le rappeler hier avec Bernard Tout-le-Monde, vous êtes attentif à ce qu'on parle des établissements privés en contrat qui ne constituent pas un enseignement privé. La constante de Bernard Tout-le-Monde est remarquable, puisque je pense qu'il vous a redit hier ce qu'il avait déjà dit dans les mêmes termes à votre congrès de 2000. Mais c'est une question. Enseignement privé, établissement privé. J'examinerai ça dans une première partie. Voilà. Est-ce que l'organisation qui existait déjà lors de l'élaboration de la loi Debré, le secrétariat général y avait participé dans des conditions assez difficiles d'ailleurs à l'époque, une organisation qui s'est sans doute renforcée au fil de l'histoire, parfois sous la pression de la législation elle-même, qu'on pense au crédit limitatif. Est-ce que cette organisation est une utile contribution au service public d'éducation? Est-ce qu'elle ouvre des voies d'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, elle peut condamner l'enseignement privé à perdre une part de sa liberté et les établissements à perdre une part de leur autonomie? Dans un deuxième temps, je reviendrai très sommairement à la notion de caractère propre, puisque dans la loi Debré, la contribution qui est demandée aux établissements l'est bien au nom de leur caractère propre. Il ne s'agit pas de s'associer des clones, mais il s'agit de s'associer, d'associer au service public des établissements qui peuvent contribuer par leur singularité. Et puis, dans un troisième temps, m'appuyant notamment sur telle ou telle partie du discours de Michel Debré, le 23 décembre 1959, eh bien, j'essaierai de donner une ou deux pistes d'avenir, j'espère, pour dire que l'enseignement privé en contrat, l'enseignement catholique, pour nous, associé à l'État par contrat, eh bien, peut ouvrir quelques voies d'avenir pour notre société dans son ensemble. Alors d'abord, que dire de l'organisation de l'enseignement catholique? Vous la connaissez par cœur. Se redire d'abord, historiquement, l'importance de l'association et du contrat. Lorsqu'a été marqué le 50e anniversaire de la loi Debré, le secrétariat général avait souhaité marquer l'événement, avait entre autres organisé un colloque à la Sorbonne, et nous accueillant, le recteur de Paris de l'époque, Patrick Gérard, nous disait « L'association est la bonne solution, le contrat est le bon outil ». Est-ce encore le cas aujourd'hui? Est-ce encore le cas pour l'avenir? L'association, on le sait, pouvait résonner curieusement en 1959 dans un pays tellement attentif à la séparation des églises et de l'État. Ce qui avait amené René Raymond, à l'ouverture des Assises en 2000 à l'UNESCO, à nous préciser que 1959 avait réconcilié ce que 1905 avait séparé. L'association, ce n'est donc pas de l'intégration, ce n'est pas de l'assimilation, ce n'est pas de la fusion-absorption. L'association, elle se passe entre deux partenaires qui signent en quelque sorte un pacte de confiance.
Et les conditions de ce contrat, pacte de confiance, eh bien, tiennent en quelques mots que je vais commenter: la liberté de celui avec lequel on passe contrat, la coopération entre les signataires du contrat, l'autonomie des partenaires que sont les établissements, et puis néanmoins le contrôle. Le mot figure dans l'article 1 de la loi Debré concernant l'enseignement. L'enseignement est soumis au contrôle de l'État. Ce cadre juridique, accepté par la Conférence des évêques de France en 1959, rejoint sans doute les principes d'organisation et de fonctionnement de l'enseignement catholique inscrits dans ceux de l'Église, et notamment de sa doctrine sociale, rappelée à la 5e section du statut de 2013. L'Église, on le dit parfois avec quelques regrets, n'est pas une démocratie. L'enseignement catholique non plus. Ce ne sont pas les paroissiens qui élisent leurs prêtres, ce ne sont pas les diocésains qui élisent leurs évêques, et l'Église n'est pas non plus une monarchie absolue, ou, pour le dire avec l'humour d'un cardinal qu'on cite souvent, si l'Église est une monarchie absolue, c'est largement compensé par une désobéissance générale. Je me demande si ce n'est pas non plus le modèle de fonctionnement de l'enseignement catholique d'ailleurs. Plus sérieusement, il ne faut pas chercher le modèle de notre organisation, de notre fonctionnement, dans des modèles politiques qui ne sont pas les nôtres. Vous savez que l'Église est à la recherche d'une gouvernance de communion, je reviendrai sur le mot, et je rappellerai simplement les 3 principes que vous connaissez bien, que je vais d'abord énoncer comme principes, et puis que je vais dans un deuxième temps essayer de confronter à la réalité. Je veux parler de la subsidiarité, de la participation et de la reconnaissance de l'autorité légitime. La subsidiarité, c'est le mot qu'on entend le plus dans toutes les sphères, que vous maniez beaucoup au SNEL, qui est très largement développé dans le statut de l'enseignement catholique. Il appartient au patrimoine de l'Église, c'est une encyclique de 1931, reprise par Jean XXIII en 1961, qui nous rappelle bien que la subsidiarité, ce n'est pas l'indépendance des partenaires. La subsidiarité, c'est formé sur le latin subsidium, le subside, l'aide, et c'est la recherche de cette organisation qui responsabilise chacun de ses acteurs, pour nous les personnes morales que sont les établissements, les instances de l'enseignement catholique, les diverses associations, en cherchant à ce que chaque instance supérieure, le mot est sans doute mal choisi mais je n'en trouve pas d'autre, soit d'abord dans une posture d'aide aux autres acteurs. Autrement dit, la subsidiarité fait obligation aux responsables d'une organisation et d'un fonctionnement de tout mettre en œuvre pour aider chacun à prendre ses propres responsabilités. L'organisation de l'enseignement catholique, elle a un sens si elle aide les chefs d'établissement que vous êtes à assumer pleinement leurs responsabilités. Mais la subsidiarité, ce n'est pas l'indépendance. C'est pour ça que la participation est importante, parce que les établissements de notre réseau doivent travailler ensemble, les acteurs doivent se parler pour chercher la cohérence de notre projet éducatif, peut-être revenir sur notre caractère propre, est-ce que ça signifie dans la société d'aujourd'hui, et puis pour chercher la cohésion des acteurs que nous sommes. Et puis la reconnaissance de l'autorité légitime, c'est dire que dans ce modèle particulier de fonctionnement, qui n'est pas un fonctionnement démocratique, les décisions ne vont pas seulement être prises à la majorité, même s'il est évidemment important d'essayer de repérer, de rechercher l'approbation la plus large, et de construire du consensus, non pas les consensus mous auxquels faisait allusion Arnaud Patural, mais peut-être de vrais compromis au vrai sens du mot, qui ne sont pas des compromissions, mais qui est ce qu'on peut se promettre les uns les autres dans une organisation pour le bien commun et la cohésion de l'ensemble. Et donc la reconnaissance de l'autorité légitime, c'est la reconnaissance de ces autorités, pour nous les autorités de tutelle, les directeurs diocésains délégués épiscopales, qui vont à vos côtés veiller à ce que les décisions prises et les initiatives mises en place répondent bien aux orientations de la mission éducative que nous portons ensemble. Voilà pour le cadre. Alors, dans la réalité, est-ce que ça reste une utile contribution? Est-ce qu'il y a des chemins d'avenir? Comme j'ai de bonnes lectures, j'ai lu avec attention l'éditorial du SNEL, et je lis que la subsidiarité est un concept doctrinal plus proclamé que vécu. Et puis, dans la polémique
Dans le ton polémique légitime pour un éditorial, je lis « Mon Dieu, gardez-vous de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge ». Alors que nous allons célébrer les 60 années de la loi Debré, la crainte est que la centralisation de l'enseignement privé nous conduise, malgré nous, à une intégration rampante à l'enseignement public. C'est ainsi que le chef d'établissement de l'enseignement libre a le privilège d'être administré 2 fois. Je ne regrette qu'une chose, c'est que c'est moi qui ai nommé comme chef d'établissement le signataire de cet éditorial, mais je n'ai pas pu chercher à l'administrer parce que à peine l'avais-je nommé que j'ai quitté le diocèse où je l'ai nommé. Donc s'il a été administré, c'est par mes successeurs, j'ai la conscience tranquille. Plus sérieusement, pour interroger notre organisation dans sa réalité, je reviendrai sur les conditions du contrat. Liberté, coopération, autonomie, contrôle. La liberté. Si nous voulons contribuer au service public d'éducation, il faut naturellement que ce soit dans le cadre d'une liberté assumée, développée, déployée. Et nous avons peut-être quelques ennemis à cette liberté, peut-être nous-mêmes, parce que, sauf chez les chefs d'établissement, bien sûr, qui adhèrent au SNEL, il peut être ici ou là des chefs d'établissement qui trouvent qu'appliquer une circulaire, c'est plus simple que d'user de sa liberté avec la part de risque que ça comprend. Il est peut-être des établissements où les enseignants préfèrent appliquer strictement les programmes plutôt que d'utiliser à fond leur liberté pédagogique assumée en équipe et inscrite dans un projet éducatif. Une liberté, donc, à assumer pour que nos établissements, et on vient d'en voir un exemple à l'instant en Gironde, restent des laboratoires d'initiative, pour prendre un mot beaucoup utilisé en ce moment. Liberté, bien sûr, contre l'administration, qui reste jacobine. La déconcentration de l'État n'a pas supprimé le pouvoir central, elle l'a délocalisé et peut-être même démultiplié. Et puis, si la tentative de centralisation ou d'intégration avait un fondement idéologique il y a quelques décennies, aujourd'hui, c'est plutôt de type fonctionnel. Votre liberté, il faut qu'elle rentre dans le logiciel, il faut qu'elle rentre dans le cadre de l'écran, et on sait les difficultés que ça peut amener. Une liberté, donc, à défendre contre l'administration. Et puis peut-être une liberté à réfléchir au sein même de l'organisation de l'enseignement catholique, puisque je sens une alerte sur des risques de centralisation. Alors, je ne suis plus sur le terrain, je ne peux pas en juger, j'ai été directeur diocésain, j'ai été au secrétariat général. Je suis convaincu des principes que j'ai rappelés, peut-être que par souci d'efficacité, pris par l'urgence, peut-être par un tempérament personnel qui me prêterait à l'abus de pouvoir, je ne peux pas en juger, peut-être ai-je ici ou là abdiqué la subsidiarité, la participation, pour transformer la reconnaissance de l'autorité légitime en prise de pouvoir. Il me semble que maintenant que le statut a été reconfirmé par les évêques de France dans leur récente assemblée, il pourrait être utile de revisiter le chapitre 5 du statut et puis de le mettre à l'épreuve de ce que nous vivons réellement dans nos diverses instances pour ajuster, pour modifier si l'on sent ici ou là des dérives. En tout cas, il me semble que ces principes d'organisation, si nous réussissons véritablement à les mettre en pratique sur le terrain, permettent un utile équilibre entre un système éducatif centralisé et contrôlé, et puis peut-être à l'autre bout du panel, on en a eu quelques exemples dans la table ronde, ces aspirations libérales à faire de l'éducation un produit de marché qui n'aurait guère de régulation. Il me semble que l'association et le contrat nous donnent ce cadre au sein de la pensée sociale de l'Église qui permet d'articuler une action publique au service de la nation et la liberté d'initiative et la libre entreprise. En tout cas, c'est sans doute pas parfait chez nous, mais c'est une recherche qui intéresse aussi l'enseignement public, si j'en crois le récent ouvrage de notre ministre Jean-Michel Blanquer, dans le chapitre qui concerne à l'organisation du système éducatif. Je cite rapidement. « Si cette centralisation a sans doute été nécessaire pour bâtir le système éducatif, elle n'est plus adaptée aux enjeux du XXIe siècle. En effet, la diversité des publics et des contextes d'enseignement demande des réponses diversifiées et notamment l'affirmation de projets pédagogiques singuliers pour souligner les atouts spécifiques et renforcer l'attractivité de chaque établissement. » On n'est pas très dépaysé.
Et le ministre termine en disant « Si la tendance est donc à la déconcentration, le principe de subsidiarité, ne semble pas encore être pleinement entré dans les pratiques de l'éducation nationale. » Alors peut-être faut-il partir de ce congrès en nous disant subsidiarité, éducation nationale, enseignement catholique, même combat. Tout se passe, termine le ministre, comme si dans l'inconscient collectif français, l'autonomie tendait à affaiblir le caractère national du système éducatif. Alors, l'enseignement privé en contrat, contribution au service public d'éducation, je dirais oui dans son organisation, si nous arrivons à la faire vivre authentiquement, et sans triomphalisme de notre part, peut-être des voies d'avenir, sans doute pour nous-mêmes, mais pour le système éducatif dans son ensemble. Dans un deuxième temps, très rapidement, je voudrais revenir à la question du caractère propre, qui n'est pas un bastion à défendre dans nos établissements, mais qui est justement cette contribution spécifique que la loi Debré nous demande de mettre au service de l'intérêt général. Alors, je n'ai pas le temps en 3 minutes de vous décrire le caractère propre, mais je vous invite à y revenir. Il ne tient pas, bien entendu, dans le caractère confessionnel de nos établissements. Il est, on l'a beaucoup rappelé depuis plusieurs décennies, dans le partage pour tous des fondements d'une vision de la personne qu'on essaie de mettre en œuvre dans une pratique éducative. Lorsqu'on, les croyants que nous sommes, j'imagine pour bon nombre, proclament le credo et qu'on dit croire en une Église une, sainte, catholique et apostolique, le mot catholique n'est pas à entendre comme je crois en une Église prosélyte qui voudrait endoctriner tout le monde pour que tout le monde devienne catholique. Le mot catholique, universel, dans sa racine étymologique, nous appelle ici au partage d'une vision de la personne humaine et de sa promotion pour tous, dans toutes les langues et dans toutes les cultures, et c'est ce qui permet à l'école catholique de rester catholique tout en étant ouverte à tous. Alors ce caractère propre, il tient essentiellement dans la formation intégrale de la personne humaine, le statut y revient très longuement, ce qui n'est pas une évidence pour le système éducatif français. Le système éducatif français s'est fondé, et c'était légitime, sur l'émancipation de l'individu par la raison. Les autres dimensions de la personne humaine, l'affectivité, la vie intérieure, la vie spirituelle, faisaient plutôt peur au système éducatif de l'éducation nationale. Les choses avancent. On voit par exemple que la part affective de la personne est très largement prise en compte dans toutes les instructions actuellement sur le climat scolaire, qui demande bien entendu l'attention à la part affective de chacun, à la maîtrise de cette part affective de la personne et à la mise à disposition d'une relation saine de l'affectivité qui nous habite. La part intérieure est sans doute encore très négligée. Dans un très joli petit livre d'Evelyne Martini, inspectrice de l'éducation nationale, inspectrice de lettres, enfin plutôt inspectrice pédagogique, inspectrice de lettres, elle écrit ceci, le livre s'appelle « Notre école », c'est de l'école publique qu'il est question, a-t-elle un cœur ? Et elle insiste sur une tâche qui ne semble pas encore être assumée par l'école publique, le livre a quelques années. Quelle tâche ? Celle qui consiste à faire germer de la profondeur dans les êtres, à les aider à se construire un espace interne et singulier qui en fasse, autant qu'il est possible, des personnes plus justes et plus spirituelles. Si c'est une aspiration pour l'enseignement public, il me semble qu'on est bien au cœur du projet de l'école catholique. Et c'est là aussi, me semble-t-il, que notre caractère propre, si nous essayons de le revisiter, peut être une utile contribution aux recherches actuelles du service éducatif. On connaît toutes ces expressions qui nous ont été empruntées par l'enseignement public, la loi de 1981, la loi Jospin, juillet 81, qui emprunte la communauté éducative, qui emprunte le projet, le mot « personne » qui vient maintenant dans les textes de l'éducation nationale, qui lui préférait celui d'individu. Il ne faut pas se désoler de ce qu'on pourrait considérer comme un pillage. Il faut se réjouir que ce que nous essayons d'expérimenter dans nos établissements puisse intéresser au-delà de nos établissements. Et c'est ainsi que nous pouvons contribuer au système éducatif. Et puis, le caractère propre, c'est bien entendu celui de chacun des établissements, son projet éducatif, son visage singulier,
mais c'est aussi celui de l'enseignement privé catholique dans son ensemble. Si nous voulons être crédibles dans une interlocution avec l'État, il faut que nous puissions dire qui est l'enseignement privé. Qui sommes-nous comme enseignement catholique? Quel est notre caractère propre dans sa diversité? Et comment nos établissements sont une communauté de communautés qui essaient, de façon autonome mais solidaire, d'assumer dans le territoire qui est leur, avec la population que constitue leur recrutement, eh bien, ce caractère propre qu'il faut redéfinir. Je me demande si ce n'est pas ce qui inspire pour une part le projet actuel de Pascal Balmand d'une prospective nationale présentée devant beaucoup de vos instances, présentée devant les évêques. Je cite Pascal Balmand qui nous dit « Nous avons besoin d'une unification par le sens, pas d'une unification par l'organisation ou l'administration. Nous avons besoin d'une unification par le sens de ce qui se vit en matière de prospective. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vraie politique commune. On doit sortir de cette impasse par une démarche partagée. » Eh bien, je crois que si nous voulons contribuer toujours utilement au service public d'éducation, il faut approfondir notre caractère propre dans chacun de nos établissements, mais il faut que nous puissions nous redire solidairement quel est le sens de l'action de l'enseignement privé déployé dans l'ensemble des régions et dans l'ensemble des établissements. Sans doute en partant de par la base. Le pape rappelle qu'une gouvernance de communion, il l'a rappelé dans la célébration de l'installation de la démarche synodale, c'était en 2015, où il décrit l'Église comme une pyramide renversée, et où il rappelle que ceux qui s'appellent ministres, ils sont ministres parce qu'ils sont au service de tous, et parce qu'ils sont petits, parce que ministres, certains feraient peut-être bien de se le rappeler parfois, c'est de la même racine que mineur. C'est le petit qui se met au service des autres. Alors, j'ai été sensible, comme habitant de Bourges, comme Arnaud Patural, à ce qu'Arnaud cite les vitraux de cathédrale, qui se lisent de bas en haut, de la base vers le sommet. J'invite quand même Arnaud à retourner à la cathédrale de Bourges et à se mettre devant le vitrail du Bon Samaritain, qui est le seul qui se lit de haut en bas. De temps en temps, il faut quand même un regard du haut sur le bas, et ce n'est sans doute pas un hasard que c'est le vitrail qui nous invite à la solidarité, puisque c'est celui du Bon Samaritain. Donc, une prospective à mener établissement par établissement, mais avec ce mouvement du bas vers le haut et de temps en temps du haut vers le bas pour vérifier la cohérence, la cohésion et la solidarité. Je termine en nous disant que si notre modèle d'organisation peut être utile et continuer d'être utile et ouvrir des chemins d'avenir pour le système éducatif dans son ensemble, que si notre caractère propre peut aujourd'hui prendre toute sa place dans le système éducatif et peut aussi contribuer aux évolutions nécessaires du système éducatif, eh bien, l'enseignement privé en contrat a sans doute aussi, au-delà de l'œuvre éducative, une véritable utilité sociale. Tout projet éducatif est un projet social. Alors, je ne reviendrai pas sur l'organisation, si ce n'est pour dire que cette articulation entre du public et du privé, de l'action publique et de l'initiative privée, ça peut inspirer le système éducatif, mais ça peut inspirer la société politique et économique dans son ensemble. On voit bien que dans les débats de société actuels, entre l'aspiration encore à un État-providence qui réglerait tout, et puis tout pouvoir à l'initiative de terrain, à l'initiative populaire, il y a des articulations à trouver. Et donc le modèle qui est le nôtre est un modèle de gouvernance qui peut intéresser le système éducatif, mais qui peut sans doute aussi intéresser plus largement la société. La loi Debré, elle s'écrit lorsque la Constitution de la Ve République rappelle l'importance de l'unité de la nation. La République est une et indivisible. Mais la loi Debré dit que l'unité peut se construire dans la diversité, d'où l'appel au caractère propre, d'où l'appel aux singularités. L'unité n'est pas uniformité. Eh bien, il me semble que dans une société en recherche d'unité, en défiance par rapport au communautarisme montant, l'enseignement catholique témoigne depuis 60 ans d'une articulation intéressante entre universel et particulier, entre la recherche du bien commun et l'affirmation sereine d'une identité. Et puis nos établissements
dans une France qui peut être tentée par un retour un peu musclé de la laïcité, sont ces lieux ouverts à tous qui accueillent du public, où l'expression religieuse est possible dans un espace social, alors que beaucoup souhaiteraient que le religieux soit effacé de l'espace social pour en préserver la paix. Eh bien, il me semble que l'école catholique témoigne aussi de ça, qu'il est une société possible où l'identité religieuse puisse tranquillement s'affirmer dans le dialogue et non dans l'affrontement. Donc à la question posée, je répondrai oui, il est des chemins d'avenir dans une forme d'organisation, si on sait la rendre plus authentique, dans ce qui fonde notre caractère propre, si on sait l'actualiser pour les urgences d'aujourd'hui, et qu'au-delà du système éducatif, je suis même convaincu que l'enseignement catholique en contrat peut donner quelques repères dans les recherches contemporaines d'organisation sociale. Alors je vous invite aussi à lire, j'ai vu de la publicité sur les sièges et j'ai rencontré l'auteur pendant la pause, l'ouvrage de Serge Lafont, L'enseignement catholique en France. C'est un puits de documents et sur un état des lieux, justement autour de l'organisation, de l'immobilier, des finances. Et puis ça se termine par, on connaît bien Serge, on connaît bien le cabinet 3A Conseil, par des scénarios. C'est la pédagogie de Godet. Et donc il y a 3 scénarios. À la fin, vous les lirez avec intérêt. Le premier scénario, c'est un scénario Canada Dry. Dans les 3 scénarios, on est en 2038. Voilà. L'enseignement catholique semble encore vivant en 2038. 3 scénarios, quel avenir? Alors 2038, c'est le scénario Canada Dry. Le secrétaire général est un prêtre, le père François, prêtre de l'Emmanuel, qui invite à un grand festival des communautés en 2038. Voilà. Une forme d'attention au caractère confessionnel et peut-être une tentation de reconfessionnalisation. Et Serge Lafont nous dit « Derrière une façade institutionnelle qui continue d'afficher et de promouvoir sa marque déposée grâce à quelques signes ostentatoires, l'enseignement catholique ne fait plus sens. L'avenir n'est sans doute pas dans la reconfessionnalisation. » Vous avez ensuite un autre scénario, c'est celui de l'enseignement libre. Là, en 2038, nous sommes dans un grand forum à l'école du digital qui se tient dans le château, enfin dans la propriété de Juilly, tout rapport avec une situation ayant existé serait purement fortuite, où se retrouvent ces écoles privées hors contrat, mais qui quand même ont réussi à contractualiser pour des projets précis autour de ce qui s'appelle désormais dans le scénario le ministère de la formation tout au long de la vie. Alors, les produits digitaux doivent être aussi chers que les frais de scolarité qu'on a ajoutés tout à l'heure. Et Serge Lafont conclut, l'enseignement libre, le CNEC n'est plus le Comité national de l'enseignement catholique, mais le Comité national des établissements en contrat. L'enseignement libre est devenu complètement libre, et notamment libre de se passer de la tutelle de l'Église. Et puis je vous laisserai découvrir, Pascal Balmont a dû le lire avec intérêt, le scénario 3, l'enseignement catholique missionnaire, où à la Pentecôte 2038 se clôt la démarche inaugurée par la volonté d'une prospective nationale lancée par l'actuel secrétaire général. Alors vous verrez comment, mais ça fait envie, puisque la diversité des richesses des réponses témoigne de l'engagement des diverses composantes de l'institution. L'enseignement catholique est en mouvement, c'est indéniable. Une onde s'est propagée au cœur de chaque communauté éducative. Les 2 scénarios sont sans doute caricaturaux, le 3e peut-être utopique. En tout cas, parcourez-les, ça donne à penser sur les chemins d'avenir. Pour terminer, ce sera vraiment le dernier mot, j'ai envie de vous dire, deviens ce que tu es. Ça se termine comme un sermon, comme ça, avec Saint-Augustin. Nous avons dans notre patrimoine l'Évangile, l'anthropologie chrétienne, l'enseignement de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, tout ça en lien avec le cadre législatif de la loi Debré, de quoi contribuer au système public d'éducation, de quoi rendre une véritable utilité sociale. Mais il faut que nous en prenions les moyens, il faut que nous soyons attentifs à notre organisation, il faut que nous approfondissions notre caractère propre, il faut devenir ce qu'on est. Il ne faut pas qu'on entende cet appel de Saint-Augustin comme un appel à l'individualisme chacun pour soi, parce qu'en philosophie personnaliste, on ne peut devenir ce qu'on est que dans la relation. Et donc, voilà, j'invite chaque chef d'établissement et chaque établissement à devenir ce qu'il est, en étant d'abord attentif à ce qui nous rassemble entre les divers établissements et à ce qui nous relie hors de nous-mêmes,
avec le service public d'éducation, avec les enjeux éducatifs contemporains et avec les questionnements sociaux d'aujourd'hui. Tout ça est sans nostalgie. Il ne s'agit pas de reproduire indéfiniment, il s'agit de nous adapter. Je termine par une dernière citation que j'aime citer, elle est connue je pense, qui nous dit que la meilleure façon pour un fleuve d'être fidèle à sa source, c'est d'aller vers la mer. Eh bien, je crois que l'enseignement catholique peut progresser en restant fidèle à sa source, mais pas en regardant en arrière, en continuant d'aller vers la mer, le large de la société d'aujourd'hui. Alors j'ai commencé ce sermon par saint Augustin, je termine par un père de l'Église un peu plus suspect, puisque cette belle citation, la meilleure façon pour un fleuve d'être fidèle à sa source et d'aller vers la mer, est de Jean Jaurès. Merci à vous, bon retour chez vous. Merci beaucoup, Claude Berruet, pour cette riche présentation. Nous allons sans plus tarder prendre les questions de la salle. Et vous pouvez continuer, évidemment, à adresser vos questions, vos réactions par SMS et sur Twitter. Pourquoi ne pas parler de l'enseignement catholique plutôt que de l'école libre? Cela nous différencierait de l'enseignement privé. Oui, alors je suis d'accord. L'enseignement privé, c'est ce que vous m'aviez proposé dans le titre. Donc s'il faut qu'on commence à dire privé, c'est qu'il y a peut-être un souci. Vous savez que Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors voilà, il y a une réflexion là à avoir tous ensemble en faisant jouer la participation. Le mot privé a évidemment une connotation autour d'une entreprise privée qui peut dériver vers des formes concurrentielles de marché. Le mot libre, il est peut-être un peu ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'afficher l'enseignement catholique, ce soit complètement reconnaissable, parce qu'on a peut-être déjà, nous, du mal à être au clair sur le mot catholique, mais le mot catholique, il est aussi très connoté dans l'opinion. Donc voilà, pour moi, c'est un chantier. Quand je vois des étudiants dans les ISFEC, je leur dis que sur leur carte de visite, ils n'ont qu'à inscrire qu'ils sont professeurs d'un établissement privé libre catholique associé à l'État par contrat. C'est un peu long, mais je crois que tout ça est vrai. Exhaustif. Une autre question de la part du public. Est-ce que nos écoles ne doivent pas, à l'image de notre Christ, être en corps par le corps avec du cœur à tous les étages d'un établissement scolaire? Alors là, si on part dans un développement théologique... Vous l'avez devant vous, regardez. Oui, enfin, il aurait fallu évidemment du temps pour développer le caractère propre. C'est-à-dire que le caractère propre, je l'ai dit, il a du sens dans l'établissement ouvert à tous s'il s'adresse à tous. Parce que si nous imaginons nos établissements comme des écoles sous contrat qui ont quelque part une aumônerie qui honorerait le caractère propre, excusez-moi, on est en train de réinventer l'enseignement public, sauf qu'on met tout ça dans les mêmes locaux parce que ça nous simplifie la vie. Donc le caractère propre, c'est bien cette capacité de travailler une œuvre éducative, un travail pédagogique, un travail de transmission à la lumière d'une vision chrétienne de la personne humaine dont on peut parler à tous sans aller vers du prosélytisme ou de l'endoctrinement. Mais en même temps, il faut lutter contre ces formes d'affadissement qui amèneraient à se contenter de proclamer des valeurs ou de parler d'un esprit. Dans une école catholique, sans aller vers des affirmations identitaires violentes, il faut que nous disions ce qui nous fonde. Et notre statut, je ne le sais plus par cœur, dit bien dans un de ses articles que c'est le Christ qui fonde nos projets éducatifs. Je rappellerai la phrase de Ricoeur, qu'on cite assez souvent, qui nous dit que les valeurs coupées de leur fondement sont comme des fleurs dans un vase. C'est-à-dire que si nous arrêtons de dire ce qui fonde nos projets, et puis de proposer à ceux qui le souhaitent un chemin de disciples, un chemin catéchuménal, une initiation chrétienne, évidemment, l'enseignement catholique va peut-être finir dans le scénario 2, c'est-à-dire qu'il va être devenu tellement libre qu'il n'aura plus aucun lien avec l'Évangile et l'Église. Est-ce que le caractère propre est propre à l'enseignement catholique? Est-ce que cette notion se décline différemment dans le reste de l'enseignement privé sous contrat? Non, alors la loi de 1959, qui s'adresse évidemment à tous les établissements privés, ce n'est pas une loi écrite pour les établissements catholiques, comporte donc la mention du caractère propre pour tous les établissements. Et donc l'idée, c'est que dans le projet de chacun des établissements, que ce soit un établissement protestant, un établissement juif, un établissement sous contrat non confessionnel, le caractère propre puisse quand même être
précisé et connu. Alors je suis bien incapable de vous dire ce qu'il en est dans la pratique. Mais en tout cas, la loi et la notion de caractère propre s'appliquent bien entendu à tous les établissements privés, quels qu'ils soient, signataires d'un contrat. Alors, retour aux questions et réactions de la salle. Que pensez-vous de l'affirmation de M. Lelièvre selon laquelle la loi Debré et ses suites tentent en fait à dissoudre l'enseignement catholique, celui-ci se distinguant plus de l'éducation nationale que par son modèle de gestion? Je conteste qu'il puisse exister. Alors j'ai écouté aussi avec intérêt ce que disait le collègue norvégien. Quand il circule d'un établissement public à un établissement privé, il dit « je ne vois pas la différence ». Alors peut-être que la différence n'est pas très visible, parce que sans oublier d'en donner le fondement, c'est vrai que nous appliquons les mêmes programmes et puis nous travaillons dans des urgences éducatives qui sont communes au public comme au privé. Mais ce qui diffère, c'est quand même sans doute l'esprit que nous essayons d'y mettre. Et quand on interroge les parents sur pourquoi vous mettez vos enfants dans l'enseignement catholique, l'Appel fait ça régulièrement à la veille de ses congrès. Alors c'est vrai qu'ils ne nous disent pas tous, on y va parce que c'est catholique. 8%. C'est pour ça que si on mettait catholique à la place de privé, ça pourrait peut-être être compliqué dans la réception du public. Mais après, il y a d'autres raisons. Où les parents mettent en exergue l'attention à la personne, l'encadrement, le suivi, le fait que les élèves ne sont pas anonymes. Enfin, tout ça est à l'honneur de vos établissements et du management que vous déployez. C'est-à-dire que les parents, comme usagers, mais ça, il faut du temps, sont quand même sensibles à des différences qui ne sont peut-être pas visibles quand on traverse un établissement pendant 2 heures. Voilà. Mais moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'enseignement catholique, je circule encore beaucoup, je vois encore beaucoup d'établissements. Comme le disait l'un des prêtres qui faisait partie du conseil de tutelle du diocèse d'Orléans quand j'y étais, « Ah, je rentre d'une visite dans tel établissement, là-dedans, ça sent bon l'évangile. » Ça a peut-être à voir avec ce que les textes de l'Église appellent le climat évangélique. Alors ça ne se voit pas, ça ne s'évalue pas par des indicateurs, mais pour ça, il faut vivre un peu dans l'établissement pour le percevoir et le goûter, dirait-on, dans les traditions spirituelles. Vous avez cité le mot reconfessionnalisation. Est-ce que c'est un écueil à vos yeux? À mes yeux, est-ce que c'est un écueil est-ce que c'est un vrai risque que vous voyez devant nous? Alors je le sens poindre ici ou là, où je sens au moins des questions qui sont légitimes. C'est-à-dire que dans une France dont le caractère catholique s'efface peu à peu, alors vous avez des éléments tout à fait intéressants aussi sur la pratique religieuse, le taux de catéchisation dans l'ouvrage de Serge Lafont. Il peut être légitime qu'on se dise, mais est-ce que tout n'est pas en train de disparaître? Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réinsiste sur des propositions chrétiennes et des formes d'évangélisation un peu plus musclées? Moi, il me semble que l'Évangile nous invite toujours à la délicatesse, heureux les doux. Alors, il peut y avoir ici ou là, me semble-t-il, au moins des questionnements. Je ne sais pas s'il y a des tentatives, mais on perçoit aussi dans la galaxie du hors-contrat un certain nombre d'établissements privés catholiques hors contrat qui s'ouvrent parce qu'à leurs yeux, nos écoles catholiques ne le sont pas suffisamment. Donc il y a quand même bien ce questionnement qui traverse notre société. Et à mon avis, en vous redisant bien qu'il est important d'être au clair avec son identité, de la mettre en mots, de la mettre en signe, de ne pas cacher que nous sommes des disciples du Christ, mais en même temps, il faut qu'on soit très attentif à notre pédagogie pour qu'elle puisse être inscrite dans la douceur du Christ et ne pas nous entraîner dans des risques de prosélytisme ou d'endoctrinement. Qu'est-ce qui serait de nature à doper la liberté dont jouissent les établissements et à faire d'eux, comme vous le souhaitiez tout à l'heure, de vrais laboratoires d'initiative, qu'ils continuent à être créatifs, à innover? Moi, ce qu'il me semble, ça fait partie du scénario de Serge Lafont, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse dans le management, dans l'engagement des personnes à participer au projet de l'établissement qu'ils ont choisi pour la plupart. Je n'ignore pas évidemment les difficultés des commissions de l'emploi. Mais si on a choisi un établissement, c'est qu'on a envie de s'y engager. Et là, il y aurait aussi une forme contractuelle, peut-être, pas forcément formalisée, à inventer. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'établissement dans lequel tu t'es engagé, si tu es enseignant, et pas seulement dans
l'exécution des programmes. Je terminerai peut-être par cette histoire qu'on connaît tous. Vous savez, alors je vais revenir aux cathédrales, mais j'y passe une bonne partie de mon temps quand même. J'adore les cathédrales. Cette histoire, allez, disons que c'est sur la route de Chartres, hein, où un voyageur rencontre 3 tailleurs de pierre. Au premier, il demande à chacun des 3 ce qu'ils font. Le premier dit « je taille une pierre ». Le deuxième dit « je fais une statue ». Et le troisième dit « je construis une cathédrale ». Ben, il me semble que pour développer la liberté, voilà, il faudrait, je mets des guillemets, c'est très utopique, mais il faut bien un peu ouvrir pour terminer. Voilà, est-ce que quand on interroge un enseignant, un membre du personnel de l'établissement sur ce qu'il fait, ben, il va nous dire, je suis professeur des écoles, je suis professeur d'anglais, j'assure le secrétariat, la comptabilité ou l'entretien. Est-ce qu'un jour il pourrait dire, je construis le projet éducatif de l'établissement? Autrement dit, pour que nos établissements aient une réelle capacité d'initiative, ça ne peut passer que par l'engagement des acteurs. Et ça, c'est un véritable travail de management qui relève bien entendu des chefs d'établissement, et beaucoup le font déjà avec un grand talent. Je ne résiste pas à l'envie de vous poser une dernière question. L'accord d'association est-il finalement une concession pour obtenir des moyens enseignants, un financement public, ou bien est-ce que l'enseignement catholique est catholique précisément parce qu'il a vocation à aller au service du public et de rendre un service d'utilité publique? Je crois que l'esprit de l'association, alors Patrick Gérard disait il y a 10 ans, donc l'association est la bonne solution, le contrat est le bon outil. Moi, je suis convaincu que ça le reste et que ça peut le rester. Il me semble que justement l'intérêt de l'association, ce n'est pas de tolérer des établissements privés qui seraient juxtaposés les uns à côté des autres et juxtaposés au système public d'éducation, mais qu'il s'agit précisément, je disais, hein, dans ce travail, l'universel ne peut pas se passer du particulier. Il me semble que du coup, le système éducatif dans son ensemble a besoin de l'association de nos établissements, comme la société française dans son ensemble a besoin de l'association pour le bien commun et pour un projet partagé de toutes les sensibilités religieuses, culturelles, ethniques, spirituelles et philosophiques. Merci beaucoup, Claude Berruet, pour ce bel échange.